En plus, je ne vais même pas vous parler de zones humides, puisque moi je fais ça sur, je fais une évaluation sur l'ensemble des écosystèmes, et je vais vous parler d'une méthodologie qui est développée sur le PNR d'Oscar Pesco, et au final ma présentation fait vachement suite à celle de Laetitia qui a été là un peu plus avant moi. Donc je m'appelle Sylvie Campagne, je suis en thèse à l'université d'Aix-Marseille, mais j'adore traverser la France puisque mon site d'étude est le PNR de Scarpesco. Et je fais une évaluation des services écosystémiques avec une approche de concertation. Donc je sais que ma présentation est assez scientifique, puisqu'au final je fais un truc genre introduction, matériel et méthode, résultats. Mais avant je voulais faire un peu de définition, puisqu'on entend pas mal parler de services écosystémiques, je l'ai déjà entendu 2-3 fois, donc j'étais assez contente. Je me permets quand même d'un tout petit peu de définition au cas où on ne sait jamais, ça fait toujours du bien. Donc les services écosystémiques, c'est les bénéfices que l'homme tire de la nature. C'est une vision totalement anthropocentrée de la nature. Et on divise les services écosystémiques en 3 catégories. Les services d'approvisionnement, c'est tout ce qui est matériel. Souvent, il y a un gros marché économique derrière. C'est l'eau, la nourriture, tout ce qui est matériaux et fibres. Ensuite, les services de régulation qui sont plus liés indirectement à notre bien-être à travers la régulation de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, mais aussi des inondations. Et ensuite, les services culturels qui sont un peu un fourre-tout avec 2 grosses catégories. Tout d'abord, tout ce qui est les valeurs immatérielles qu'on attache à la nature, tout ce qui est symbolique, religieux. Et ensuite, on a tout ce qui est les valeurs récréatives et touristiques. Donc, mon site d'étude, c'est le PNR d'Oscar Pesco. Je ne vais pas trop en parler parce que je pense qu'il est assez connu. Donc, c'est en dessous de Lille, à la frontière belge. Le contexte local, c'est une mosaïque de milieux ouverts avec une forte pression urbaine et plein de jolies photos. Il faut y aller. Et le contexte par rapport à mon étude, c'est parce qu'en fait, ils sont intéressés envers la notion de service écosystémique depuis quelques années déjà. Puisqu'ils ont sur le territoire une évaluation économique, puisque c'est vrai que les services économiques, souvent, c'est vachement associé à une évaluation économique. Et donc, ils ont essayé sur des sites très localisés dans le parc, et ensuite en 2014 avec une évaluation quantitative, et qui encore une fois était très localisée. Et moi, j'arrive ensuite avec en 2015 une évaluation là qui par contre n'est pas localisée, mais qui concerne l'ensemble du territoire du PNR d'Oscar Pesco, qui consiste en une évaluation des services rendus sur les zones humides avec une approche qui s'appelle la matrice des capacités, un gros mot que je vais définir dans quelques instants. Donc en fait, je pourrais parler de zones humides, mais c'est pas drôle, donc je vais pas en parler. Moi, je vais vous parler de ce que je fais durant ma thèse, donc de 2016-2017 et ce qui est prévu l'année prochaine. Et ça, par contre, c'est Tanguy Lefort qui le précise dans son poster à la fin de la session, donc je vous invite à aller lui poser plein de questions là-dessus. Et c'est dans le cadre, cette étude a été faite dans le cadre de la candidature à la labellisation Ramsar et à la révision du SAGE. Donc je fais exprès, je ne vais vraiment pas vous parler de zones humides, et je vais vous présenter la méthode en question qu'on parle, qui a été appliquée en 2015 que sur les zones humides, en 2016 et 2017 sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des habitats. Mais aussi, pourquoi cette méthode? C'est une méthode qui est de plus en plus utilisée en France. Donc en 2014, elle a été appliquée sur les Baronnies provençales, qui est dans les Alpes du Sud, ensuite dans le Vercors. Le mois dernier, je l'ai appliquée dans le PNR des Alpilles, dans le cadre de l'impact des actions LIFE. Et sans vous en dire plus, histoire de bien vous frustrer, on l'applique maintenant à l'échelle de la région Hauts-de-France avec la DREAL pour l'intégration des études d'impact. Bon, je vais quand même en parler un peu tout à la fin. Mais de quoi je parle depuis tout à l'heure, puisqu'au final, je parle d'une méthode, mais je ne la définis pas du tout. Et donc, c'est la matrice des capacités. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tableau Excel qui fait le lien entre les services écosystémiques et des habitats. Des habitats qui sont souvent attachés à une occupation du sol pour faire des cartographies. Donc, c'est une table qui est remplie à dire d'experts, d'où le processus de concertation et le processus participatif, qui est remplie avec un score de 0 à 5. 0, l'habitat ne fournit pas ou peu de services écosystémiques. Et 5, l'habitat fournit beaucoup ou fortement des services écosystémiques. On est sur un processus participatif où chaque personne participe, puisqu'on demande à tout le monde de remplir la matrice des capacités, comme ça il n'y a pas de jeu de pouvoir dans une discussion de consensus.
Et aussi, comme chacun est expert souvent dans un domaine particulier, mais on demande à tout le monde de remplir l'intégralité de la matrice des capacités, on demande un indice de confiance pour que les personnes qui participent à l'approche puissent dire ben là, je me sens pas très à l'aise, et là, je me sens à l'aise. C'est des informations qui sont super importantes. Et donc, c'est une approche, elle est de plus en plus utilisée, on peut se demander pourquoi. Et bien, tout simplement parce qu'elle est facile à mettre en place. C'est au final un atelier de travail qu'on organise, on réunit tout le monde, on en discute, et elle permet d'évaluer tous les services écosystémiques avec la même unité. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans les services écosystémiques, mais aussi en montrant la liste que je vous ai montrée entre les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services culturels, si on évalue quantitativement chaque service, c'est que des unités différentes. Et ce qui fait que les comparer entre eux, c'est pas possible, c'est très compliqué. C'est-à-dire que là, tous les services sont évalués avec la même unité, donc de 0 à 5, qui est du semi-quantitatif. Ensuite, c'est un énorme processus de concertation et d'interaction entre les acteurs. C'est un outil, au final, qui prend en compte toutes les expertises et qui permet de créer des outils pédagogiques que je vais illustrer ici. Donc, dans le cadre du PNR de Scarpesco, on a pris l'ensemble des habitats qui sont basés sur l'occupation du sol Arche. Donc, à partir des 64 habitats présents sur le PNR de Scarpesco, des données Arche, on les a regroupés en 33 habitats en fonction de la cohérence quand deux habitats fournissent potentiellement les mêmes services écosystémiques, on les a regroupés. Et ensuite, on a pris en compte une exhaustivité des services écosystémiques. Donc là, c'est basé sur une grosse classification européenne qui a été faite dans la recherche, qui prend en compte une soixantaine de services écosystémiques, mais on s'est limité à 25, puisque ceci détermine la taille de la matrice des capacités, et donc le temps où j'embête chaque personne, puisqu'après, ils doivent remplir la fameuse matrice des capacités. Et pour illustrer, 33 x 25, il me semble que ça fait 825 scores. Et les gens mettent entre 2 et 3 heures à remplir la table. Donc les gens m'adorent maintenant, surtout que je les ai embêtés 2 fois. Et oui, c'est un gros challenge. Non, mais bon, ça s'est bien passé. Hein. Donc les services écosystémiques, ça peut être assez compliqué. Je veux dire, la définition, elle paraît simple. Mais dès qu'on rentre dans le détail, c'est assez compliqué. Prenons l'exemple d'une forêt, d'un hectare de forêt. Si on demande à une personne combien tu consommes de bois pour te chauffer l'hiver, elle va répondre au pif, au niveau des préférences et de ce qu'elle voudrait, 5 stères de bois. Si vraiment on va regarder, et donc on appelle ça des désirs et des préférences, si jamais on va vraiment regarder ce qu'elle utilise, au pif, vraiment, c'est des chiffres au hasard, on va se rendre compte qu'au final, elle a consommé et utilisé 3 stères. Mais par contre, si on va regarder au niveau ce que la nature serait capable de fournir, on se rend compte qu'il y aurait pu en avoir 10. Et donc rien que là, on parle toujours de services écosystémiques, mais c'est 3 chiffres différents. Je vais y arriver. Donc très simplement, eh ben, il faut faire attention de ce qu'on évalue. Et donc ma thèse, elle consiste à tester l'approche de la matrice des capacités avec une complexité assez intéressante d'occupation d'habitat, donc d'occupation du sol et de services écosystémiques, de tester à quel point les personnes peuvent remplir des matrices énormes, et surtout de tester deux matrices, une matrice d'évaluation de la capacité potentielle et une matrice de l'usage, de ce que vraiment les personnes consomment et de ce que la nature peut fournir. Le but de tout ça, c'était de mettre en avant là où il y a des déséquilibres entre cette fameuse capacité potentielle et cet usage. Donc en 15 minutes, je n'ai pas le temps de trop rentrer dans le détail, donc au final je vais montrer très rapidement les résultats. Les deux ateliers de travail où l'approche est présentée, mais après chaque personne remplit la matrice des capacités en individuel. Donc pour la matrice des capacités potentielles, ça a été fait en juin 2016, il y a 17 personnes qui ont participé. Donc là, à chaque fois, on a 2 profils différents d'experts. Tout à l'heure, je disais que je les embête 2 fois, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Dans un cas, c'est plus des spécialistes de l'écologie et vraiment des fonctionnements écologiques. Dire que pour la matrice de l'usage, c'est plus des personnes qui sont spécialistes de la consommation et de la gestion de comment on exploite les milieux. Et donc, la matrice des usages a été faite en juin 2017, donc cette année. Les résultats, en fait, ça donne un truc comme ça. Le but, c'est pas de montrer les scores, mais juste d'illustrer. Donc, quand c'est en bleu, c'est que les services ne sont pas fournis. Donc, c'est proche de 0. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que les services sont fortement vendus.
Donc là, c'est habitat urbain, forestier, agricole et aquatique, services de régulation, d'approvisionnement et culturel. Donc les résultats, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sont totalement cohérents avec ce qui existe dans la littérature. Les habitats anthropiques, donc urbains, fournissent peu à pas de services écosystémiques. Les habitats forestiers en fournissent le plus. Et donc à partir de ce genre de matrice, on peut avoir une première idée des services écosystémiques rendus par un territoire. Et ça nous permet d'avoir deux types de résultats et de représentations. Tout d'abord des cartes. Quand on prend un axe service, donc on prend une colonne de la matrice. Donc là, c'est un exemple typique d'une carte qui a été faite très rapidement. Donc attention, non, je ne vais pas les diffuser telle quelle, je tiens à le préciser. Tout d'abord parce que c'est une carte qui n'a pas été étudiée. Et ensuite parce qu'on est limité par le fait que chaque service écosystémique a sa propre échelle d'analyse. Donc là, ça nous fait une petite complexité en plus. Puisque là, je n'ai pas montré les services culturels, mais on peut imaginer, rien qu'avec les définitions des services d'approvisionnement, de régulation et culturels, que les échelles de réflexion ne sont pas les mêmes. Quand on prend un service récréatif, souvent c'est quand même une mosaïque d'habitat. C'est-à-dire que quand on prend un service d'approvisionnement, c'est très précis à un endroit. Et les services de régulation, eh bien, ça peut être aussi bien à une échelle de l'entité plutôt qu'à une échelle un peu plus supérieure. La deuxième type de représentation, c'est des bouquets de services rendus par un habitat. Donc c'est l'approche linéaire de la matrice, de dire que ben voilà, cet habitat fournit, d'après la représentation des experts, fournit ce genre de bouquet de services écosystémiques. Donc plus le bouquet est étendu, plus les services sont rendus. Ça permet d'avoir une vision, une bonne vision complète des services rendus par un habitat. Donc là, je montre l'exemple à gauche de culture et verger et à droite des habitats forestiers. On voit tout de suite la différence et c'est très utilisé pour la vulgarisation. Sans rentrer dans le détail, là je rentre dans la partie expérimentale de la présentation puisque je suis encore en train de l'analyser et au final c'est pas du tout encore assez intéressant. Mais c'est comment comparer la matrice de la capacité potentielle et la matrice de l'usage. On appelle ça une matrice des balances. J'ai essayé plein de types de calculs. Au final, je me suis inspirée de l'indice de végétation différencié normalisé, mais ça marche pas. Enfin, bref. Donc là, on est encore à la partie où on essaie des choses. Mais le but, c'est vraiment de mettre en avant des cartographies de cette fameuse balance entre la capacité potentielle d'un habitat à fournir un service écosystémique et l'usage qu'on en a. Et de mettre en avant aussi des tendances par habitat de cet usage et de cet usage, donc au final durable ou non. Je ne sais pas comment tu as donc je finis par l'échelle de la région, puisque donc je pourrais en dire vraiment beaucoup plus, hein, quand on est en thèse, on peut en parler pendant assez longtemps, mais tout ça pour dire qu'à l'échelle du parc, à force d'appliquer la méthode à l'échelle du parc, ça a intéressé la région. Et donc maintenant, l'IRSTEA, donc mon institut, est en collaboration avec la DREAL, et on est en train d'appliquer cette méthode à l'échelle Hauts-de-France. Donc quand je dis on est en train, c'est on est en train, puisqu'on a fait l'atelier la semaine dernière. Et le but, en fait, l'intérêt de la région, c'est qu'on est en train d'amorcer une réflexion pour intégrer les résultats de la matrice des capacités dans les études d'impact. Donc si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à poser des questions. Et au niveau valorisation, il y a un rapport que je suis en train de finir, qui sera diffusé à la fin de l'année sur les résultats à l'échelle du parc naturel régional de Scarpesco. Et en février sera diffusé celui à l'échelle de la région. Et je vous remercie de votre attention. C'est ça.